Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat de ce matin sur Free Matin, Joseph Perzonago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Merci. Bonjour à vous également, Constant Yawidéo. Bonjour, cher confrère. Merci d'être là ce matin, Joseph Perzonago. Nous parlons ce matin de l'actualité en Guinée. D'entrée de jeu, avant qu'on aborde la décision prise par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dites-nous ce que vous pensez de ce coup d'État qui a eu lieu dimanche dernier en Guinée et Conakry. D'entrée de jeu, moi, je voudrais dire que je suis très légaliste. Certes, je suis légaliste, je le dis. J'aime que les choses se fassent selon les normes, surtout les normes, le bon sens et la logique. Cependant, je dois concéder que ce qui vient de se produire en Guinée-Conakry n'est que l'expression du ras-le-bol d'un peuple. Et souvent, j'ai l'impression aussi que ceux qui font aujourd'hui ces coups d'État analysent bien le pouls du peuple et agissent. C'est pareil que ce qu'on a observé au Mali. Ils ont bien observé et dit, est-ce que nous aurons l'assentiment du peuple? Et ici, on allait. Je suis contre les coups d'État. Mais ici, je dis, je suis contre les coups d'État, mais je suis pour qu'on respecte les normes. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas de coup d'État opportuniste selon vous? C'est une évidence. S'il n'y a pas d'opportunité, il ne peut pas avoir de coup. C'est-à-dire, on regarde, on calcule le contexte et tout. Et quand il n'y a pas d'opportunité, vous vous mettez dedans. C'est le peuple même qui va vous huer. Mais lorsque tous les ingrédients d'opportunité sont réunis, bon ben, je n'encourage pas à que cela se produise. Mais ce n'est que la résultante des situations que certains dirigeants africains, surtout en zone francophone, se sont mis à créer. Conseil, que pensez-vous de cette chute brutale de Alpha Condé? Oui, il faut dire. Parce qu'il y a quelques jours, il était à un sommet international. Oui, et c'est pour ça que j'aborde la situation sur deux paliers. Le premier, c'est que ce qui s'est passé, si je le mets à l'intérieur de la Guinée, je dis c'est les conséquences de l'inconséquence. Du coup, vous allez constater, tel que Perzo l'a dit tout à l'heure, le peuple était d'accord avec ce qui s'est passé. Quand c'est comme ça, on est obligé de considérer que c'est parce qu'ils ne sont plus en démocratie qu'ils ont voulu ramener les choses dans l'ordre. Vous avez vu, donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer, même si ce n'est pas ce qui est retenu par l'ensemble, mais est-ce que celui qui est appelé à conduire les tests les a respectés tel qu'il faut le faire? Si donc c'est un rappel à l'ordre, il faut dire, au lieu que de dire que c'est un coup d'État, on risque de nous enliser, d'enliser les peuples africains, tel qu'il a dit, surtout francophones, dans une autre situation. Et sur le deuxième, donc, c'est condamnable, mais c'est l'évidence. C'est condamnable. Deuxième pan, oui. C'est que c'est regrettable ce qui est le départ de Condé, parce que on sent quand même qu'il est en train de développer, comme, je ne sais pas si c'est la Guinée qui est comme ça, comme Sékou Touré l'a toujours défendu. Le panafricanisme. On sent, dès qu'il a voulu, avec son panafricanisme, on a vu ce qui est arrivé.
surtout celui qui lui a fait le coup, d'où il est venu, d'où il a été, où il a été formé. Et quand vous sortez de ces genres d'école, ne pensez pas que vous êtes libre. Ils sont toujours ralliés à la base et c'est toujours dans un cercle. Même ceux qui n'ont pas connu dans l'école, aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre comment ils sont en relation partout où ils sont sur la planète. Donc, il ne faut pas que cet espoir du peuple qu'il a porté ne soit pas trahi parce qu'il n'aurait pas fait en réalité la volonté du peuple, mais il aurait servi. Alors, dites-nous, Joseph Persona-Agoun, est-ce que quelque part, Alpha Condé ne soit pas être épris de regret parce que Mamadi Doumbouya, c'est quand même celui qui l'a fait nommer, qui l'a fait venir, un militaire qui n'a jamais servi l'armée guinéenne et qui l'a fait venir ainsi, qu'il a promu en pratiquement 2-3 ans et qui, du jour au lendemain, vient de faire un coup d'État. Malgré les avertissements qu'il avait eus, il a toujours placé sa confiance envers cet homme. Dans les débats publics, il a eu quand même à ne pas manquer d'exprimer son amour à l'égard de l'homme. Est-ce qu'il ne va pas se sentir vraiment trahi par ce qui est arrivé, au-delà des enjeux politiques? Je pense que, en principe, il devrait nourrir des regrets, certes, mais je ne suis pas un fataliste. Je suis en train de me dire, cela devrait finir par arriver. La coupe était pleine. Cela finirait pas arriver, que ce soit à Doumbouya ou quelqu'un d'autre, ça finit pas arriver en Guinée. Mais il faut aussi dire ceci. Le cas particulier de ce Doumbouya, il faut quand même, quand on remonte un peu l'histoire récente de cette même Guinée, on reconnaîtra qu'il a déjà échappé à une mise au frais et une seconde fois aussi. Donc, il savait ce qui l'attendait de toutes les façons. Ou c'est Condé, ou c'est lui. Bon, alors, mais là, quand on replace cette situation au plan purement institutionnel, au plan purement politique, peut-être, on dira que il n'a fait que payer tout ce qu'il a créé en Guinée. C'est-à-dire, je parle de Alpha Condé. C'est vrai, vous ne m'avez pas relancé sur l'intervention, enfin, les propos de mon confrère Constant, mais je suis tenté de dire que je ne partage pas. D'ailleurs, je ne partage pas son point de vue en ce qui concerne ces faux fuyants qui consistent à faire croire à nous autres petits peuples que l'on est panafricaniste jusqu'au bout des ongles. Et faire croire aussi que tout produit qui vient de la France ou du métropole ou tout autre endroit est malfaisant, ou alors il y a déjà une main visible. Non, je ne voudrais pas qu'on se cache derrière nos erreurs. En ce sens que, alors finalement, est-ce que c'est le paysan de Cancan ou bien du Fouta Djalon qui viendra corriger les imperfections d'un certain Alpha Condé qui était parti pour ne pas s'arrêter? Ce n'est pas le paysan, ce n'est que celui qui a les éléments ou ce qu'il faut, les outils nécessaires pour le faire. Et donc que cette personne soit venue et de Tartampion, de tout ce qu'on veut, le travail a été fait et on ne peut que le constater. Parce que souvent nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Observez-les, vous allez voir. Lorsqu'ils voient que leur pouvoir se retrouve en difficulté ou en déliquescence, en ce moment, ils crient panafricanisme. On a observé Idriss Déby, Itno. On a observé, il était le grand défenseur des Africains. Est-ce que les Africains n'ont pas le droit aussi de vivre dans des états de droit? Est-ce que les Africains n'ont pas le droit de vivre en démocratie? Les Africains n'ont-ils pas le droit de vivre en liberté? Mais c'est cela. Vous voyez, il y a 79 prisonniers politiques qui ont été élargis entre les 48 ou les 72 heures. Et d'autres aussi vont suivre. C'est dire, on met les gens en prison, comme ça se passe sous beaucoup d'autres cieux en Afrique, surtout en Afrique francophone. Mais, alors, moi je dis, je suis contre les coups d'État, mais là, je dis, ce qui vient de se produire a permis à 10 Guinéens, enfin 79 Guinéens, de retrouver leur famille. C'est-à-dire, ils ont été privés de l'affection des leurs, ils ont été privés de leur liberté, et 79 d'entre eux, de ces Guinéens-là, sont aujourd'hui libres, et d'autres vont suivre. C'est déjà un fait formidable parce que c'est là l'état de droit. C'est le panafricaniste qui fait ça. On a vu les répressions sanglantes en Guinée.
C'est ça le panafricanisme. Je ne sais pas si notre histoire à nous, en tant qu'Africains, c'est ce pourquoi je dis, ça dit les panafricanistes à l'appel, je ne suis pas pour. Nous autres Africains, attends, quand on remonte l'histoire africaine, nous sommes épris de liberté. Même les Dards qui ont existé ont protégé leur peuple. Bon, à part quelques petites histoires anecdotiques, mais je dis, ça, ce n'est pas le panafricanisme. Le panafricanisme ne devrait pas être celui qui mettra en prison qui veut. Qui veut. On Voilà. a compris, Joseph Perdonago. Mais concernant Yaoundé, dites-nous, est-ce que lorsqu'on y voit de près, pourquoi le coup d'État vient après que le troisième mandat soit consacré et pratiquement prêt à être consommé? Pourquoi le coup d'État n'est pas venu à la lisière de la révision constitutionnelle, par exemple, Oui, qui quand même laissait présager ce troisième mandat? Ça ne pouvait pas arriver. Vous avez vu au Bénin ici, au temps du président Kérékou, le tapis rouge était dressé pour un troisième mandat. Vous voyez, et le régime était fort dans le temps. Donc, il a fallu que l'homme ne cède pas pour que ça n'arrive pas. Donc, c'est pour dire que jusqu'à la dernière minute, les gens peuvent continuer à penser que ça ne pouvait pas arriver, comme en Côte d'Ivoire. Beaucoup pensaient jusqu'à la veille des élections que ça ne pouvait pas arriver. Donc, dans une ambiance comme ça, on ne peut pas, l'opposition ou le peuple ne peut pas s'organiser pour dire nous allons répondre. Parce que l'autre étant encore au pouvoir, et c'est des pays où, tel qu'il a dit, on sait qu'il y a eu des massacres, les gens n'ont pas le sang. C'est pour lui dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est le côté panafricaniste que moi je veux qu'on exploite quand on regarde l'homme et qu'on n'exploite pas le minimum, parce que ce n'est pas tous les chefs d'État qui, à un sommet international, aura le courage de dire l'Afrique doit se départir de l'Occident. Mais déjà, un autre lui a répondu sur le même plateau pour dire « Ah, tu as oublié que nous sommes en direct ?» Vous voyez? Donc, au moins, c'est ce courage-là que je suis en train d'amener le peuple africain à saisir. Ces occasions-là, si nous ne les saisissons pas, on n'aura jamais de ces gens-là. Donc, c'est pour dire que, franchement, si on doit réussir à faire ces genres de barrages, mettre ces genres de barrages pour les troisième mandats, ça ne peut être qu'après les élections, parce que avant les élections, pendant les élections, vous voyez tout ce qu'on déploie. Et on peut mettre ça sous le coup des élections, quelqu'un qui veut perturber, parce qu'avant ça, on a déjà modifié la Constitution. Avant ça, on a déjà modifié la Constitution. Donc, c'était un appui, qu'on se donne pour être en droit de massacrer le peuple. Lorsqu'on parle de modifier la Constitution, il y a quand même une situation confuse qui apparaît, Joseph Perdonago, lorsque l'on sait, par exemple, que le président de la République lui-même, je parle dans tous les cas de l'Afrique francophone, lui-même ne va pas voter au suffrage exprimé la Constitution révisée. Et que le chef de l'État est des partisans qui approuvent cette révision constitutionnelle selon les formes républicaines du pays, et qu'après on dit qu'il a voulu s'éterniser au pouvoir. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une frange de la classe politique aussi qui devait être matée aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une frange de la classe politique qui a été complice du maintien au pouvoir, par exemple, d'Alpha Condé? Et cette même classe politique qui aujourd'hui est rappelée pour un gouvernement d'union nationale. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des acteurs politiques qui, poussent nos dirigeants africains à aller dans le décor? Tout à fait. Cela s'est toujours observé de cette manière-là. Mais il revient à chaque responsable africain, si je veux parler du président ou de l'élu, qui au départ a été régulièrement élu, de bien se comporter. C'est-à-dire, c'est le peuple qui lui a conféré cette souveraineté. Justement, lorsqu'on parle du peuple, le peuple, selon vous, est jugé comment? Est-ce que, par exemple... C'est l'ensemble de tous les citoyens. Est-ce que c'est lorsque nous avons des mouvements de foule qui sont dans les rues, qui applaudissent un mouvement, est-ce que c'est ça le peuple, ou c'est quand c'est un sentiment à l'unanimité? C'est presque de l'unanimité, de presque je dis, parce que tout le monde ne peut pas aller voter pour un président fut-il le plus démocratique du monde, le plus démocrate du monde. C'est-à-dire, il y a une élection, et on voit le peuple guinéen s'est largement déployé dans les urnes, et aller voter, aller choisir son responsable. Et cela s'observe. On dépouille dans les règles de l'art, et on se rend compte que l'élu a eu au moins la majorité, et l'a emporté. Cela va de soi que même l'autre parti, même si c'est 49%, qui n'avaient pas voté pour, on considère que le peuple guinéen a choisi son président, ou le peuple tend à choisir son président.
pour un tel nombre d'années de mandat. Au terme duquel, si cela doit être renouvelé, ça se renouvelle selon les tests. Ce qui s'observe, le premier mandat, le président élu, démocratiquement, accomplit son mandat. Aux encablures du second mandat, il commence déjà par susciter, ou alors d'autres l'ont suscité pour qu'il laisse faire. On l'a observé au Burkina Faso. Vous imaginez ce qui a fait partie de Blaise Compaoré. Longtemps, le peuple disait Blaise Compaoré est arrivé au terme de tout ce qu'il devrait avoir comme mandat. Mais ces turiféraires, ces suppôts, continuaient par vouloir modifier la Constitution pour qu'il s'éternise au pouvoir. Et si vous observez, ça a commencé à l'Assemblée nationale. Au moment où les députés sont allés de façon... Ce jour ultime, c'est ce jour-là qu'ils doivent modifier la Constitution. Et ça, où est le peuple en ce moment? Le peuple est dans la rue, le peuple est dans les champs. Et donc, une partie de ce peuple, avec bravoure, est descendu dans la rue et allé assiéger. Parce qu'on a comme l'impression que parfois le peuple... L'opposition n'est pas du peuple. Oui, mais l'opposition n'est pas du peuple. Mais attendez, lorsqu'on parle d'opposition, ce n'est pas, de mon point de vue, de façon régulière, un parti affilié ou bien régulièrement inscrit. Non, l'opposition, c'est toute communauté ou toute personne qui s'oppose à une façon de gouverner. Mais avant de revenir vers le Conseil Yaoundé, généralement, nos opposants en Afrique sont généralement des gens qui sont en désaccord avec la gestion du pouvoir, pas la gestion du pouvoir sur le plan de développement du pays, mais la gestion du partage du gâteau du pouvoir avec l'homme fort du moment, pour la plupart de nos opposants africains. Je ne connais pas, de mon point de vue, pour la plupart des opposants africains, je ne connais pas d'opposition de mon point de vue. C'est des gens qui ont eu à travailler peut-être à un moment donné avec le chef d'État. Mais par compréhension, j'entends par opposition quelqu'un qui, dans son rôle, doit s'opposer à la forme de gouvernance de celui qui est au pouvoir. Voilà. Maintenant, si vous demandez à ce que celui-là embrasse l'autre, l'accompagne avec des fleurs... Mais opposition contre une personne et non contre une forme de gouvernance. Mais, écoutez, désignez-moi qui est en conflit ou en opposition avec une personne. Peut-être Conseil Yaoundé va vous répondre. Alors, Conseil Yaoundé, lorsqu'on y voit de près, comme je le posais tout à l'heure la question à Joseph Ozonango, on a comme l'impression qu'il y a une hypocrisie souriante au sein des classes politiques africaines où on dit c'est le chef de l'État qui a modifié la constitution, il a voulu faire un troisième mandat, alors que nous avons des institutions qui sont en charge de voir comment les conditions dans lesquelles on doit réviser une constitution. Nous avons des institutions qui contrôlent un peu le scrutin. Alors, comment le chef de l'État, lui seul, se retrouve à tous ces niveaux-là? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, selon vous, d'encadrer le pouvoir d'État en Afrique? Il faut revoir, est-ce qu'il faut réformer aussi nos institutions en Afrique? Je crois que c'est pour ça que tout ça nous arrive, pour qu'on se décide enfin d'être un peu sérieux envers nous-mêmes. Et il faut saluer l'arrivée des réseaux sociaux qui ont commencé par aider beaucoup le peuple à comprendre que ces dirigeants sont des hypocrites. Des hypocrites. À tous les niveaux, nous n'avons pas encore, à la veille de l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, on a eu des patriotes. Mais après, nous avons eu des opportunistes jusque-là, et il n'y a que ces faits qui peuvent nous amener aujourd'hui, parce que tant que les dirigeants n'auront pas peur du peuple, qu'on représente souvent dans des pièces de théâtre ou autres, dans la fiction, par le serpent, dont on ne sait pas à quel moment ou par où il peut mordre. Il est imprévisible. Imprévisible. On a parlé du cas du Burkina. Ils ont décidé de faire le vote à 16h. Le peuple se préparait pour 16h, ou les opposants politiques se préparaient pour 16h. Mais l'opposition, la vraie opposition, le peuple, a constaté qu'à 10h, ils ont commencé par défiler. Et c'est un seul individu, comme un fou, qui a commencé par jeter la pierre sur les 25 hectares de l'Assemblée nationale. Ils sont très loin de lui, il sait que ces pierres ne peuvent pas les atteindre, il a commencé par... Quel est ce fou-là qui est en train d'envoyer des pierres à l'Assemblée? Un second arrive, un troisième arrive, et c'est comme ça que l'attroupement a eu lieu. Et quand ils ont fini là, ils ont pris des pas sur la présidence. Donc, vous avez vu comment ça s'est formé. Et c'est de l'opposition là que parlait Perzo tout à l'heure pour dire ce n'est pas ceux qui se retrouvent dans une salle pour signer des trucs, mettre des foulards au cou, mettre des t-shirts pour dire nous sommes opposants. Ça, c'est les hypocrites parce que ils n'ont pas de conviction
vraiment politique, ils n'ont pas le Une souci opposition nombriliste. de développer vraiment. Ils ne vivent pas les affres. C'est ça. Vous voyez, donc malheureusement, la manière dont on gère aussi les finances publiques font que ceux-là ont les moyens de tenir ce peuple-là. C'est parce que quand ça n'arrive vraiment pas au niveau, ça doit arriver, chacun ne commence pas à se décider. Tant que les dirigeants n'auront pas peur de leur peuple, nous allons toujours observer ce que nous observons. Donc, l'hypocrisie, c'est au niveau de nos dirigeants, c'est au niveau de nos hommes politiques. Déjà, quand vous voyez la manière dont les partis politiques se forment, vous comprenez tout de suite que c'est devenu une filière secouriste. C'est même une fonction pour d'autres. Carrément. Alors, Joseph Persona-Go, pour finir, quelles sont les implications alors des mesures prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO? Je ne voudrais pas, au départ j'ai dit que je suis très légaliste, je ne voudrais pas me mettre à me moquer de ces institutions qui se sont révélées comme étant des clubs de chefs d'État non soucieux du développement de leur communauté. Je ne voudrais pas le dire. Certains le disent, même si je partage. Vous êtes en train de le dire là. Ah bon, ben si je l'ai fait, donc c'est un lapsus. Sinon que ce sont des clubs de dirigeants qui viennent d'être pris au dépourvu. La preuve, on en est avec le cas du Mali, même du Burkina à un moment donné, et de la Guinée. Quel sera, à qui le tour, je ne saurais le dire. Mais cette tendance qui est en train de se développer, peut-être va conduire à une reformulation d'un certain nombre de critères. Mais je voudrais, au-delà même des réseaux sociaux, je voudrais aussi reconnaître ceci. Il y a des jeunes aujourd'hui, alors nous parlons, qui sont dans des écoles militaires à Madagascar, en France, aux États-Unis, mais qui observent ce que c'est que, surtout en Occident, qui observent ce que c'est qu'un état de droit. Donc, ne pensons pas forcément qu'ils sont téléguidés. Lorsque ce jeune militaire est allé en formation, qui a fait 2 ans, 3 ans, il a observé que dans le pays, plus ou moins, ça va bien. Les institutions sont à leur place. On se comporte de telle manière. Et puis, il a aussi ses collègues qui sont là. Un collègue français, un collègue canadien, un collègue américain. Ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes connaissances. On leur a appris ce que c'est que l'état de droit. Ils rentrent au pays, ils se rendent compte quand même que c'est une véritable dictature. Ils se rendent compte que c'est une sorte de monarchie. Mais allez, n'attendez pas que ce soit la France ou les États-Unis qui lui disent « vas-y ». Lui-même, déjà, il se sent concerné. Il y a une petite histoire qui a... On connaît un peu la posture de la France par rapport... Bon, mais je voudrais dire ceci solennellement, de mon point de vue, ça m'engage. Si la France a contribué à ce que la situation qui se produit en ce moment en Guinée se produise, bravo la France. Bravo la France, mais pas bravo la France en Côte d'Ivoire. Je dis bravo la France. Constant Yaouédou, pour finir sur le sujet. Et justement, c'est pour dire que je reviens. Perso a fini par là, ça me fait plaisir. Et dire que si la France a aidé le peuple guinéen à sortir de cet imbroglio, je crois que c'est une bonne chose. On a vu que la France n'a plus des intérêts. Mais on a vu les États-Unis se retirer de l'Afghanistan. On voit aujourd'hui déjà ce qui est en train de se passer. Donc, il faut des plus forts pour aider. Donc, si c'est le cas, c'est bon. Mais ce que je disais, je le reprends, si il ne joue pas aux Guinéens et qu'il joue à autre chose, ça va être dommage pour le peuple guinéen. Il faut que ce patriotisme-là puisse vraiment s'ancrer désormais en Guinée pour que la Guinée ait la paix. Si je le dis, on a vu Dadis Camara. C'est là où il faut faire attention. On sent que Dadis Camara n'était pas dans le système. Vous avez vu comment il est parti, il a fini. Donc, il y a un système auquel il faut un peu appartenir. C'est ça la déduction que j'ai faite. Et je dis, il ne faut pas que ce système emporte le nouveau, l'espoir. Sinon, la transition, bien qu'il ait voulu faire de la transition et laisser le pouvoir aux civils ou laisser le pouvoir démocratiquement en Guinée et tout ça, ça risque d'être biaisé. Et ça va être un départ, un nouveau départ très regrettable pour la Guinée et pour l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Constant Yaouédou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous étiez en face du directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Persona-Go. Merci également à vous.